On remercie Victor Tutugoro d'être là. On remercie le président aussi de l'agence rurale, Jean-Baptiste Marchand. Et je remercie aussi tous les directeurs de service, tous les techniciens, tous les intervenants, le lycée agricole aussi qui nous font le plaisir d'être ici. Et c'est vraiment un réel plaisir sur ces 3 journées de travail qui ont été intenses, très dures pour nos agents, mais aussi pour nos élus qui sont vraiment mobilisés. Et bien sûr, il y a une motivation derrière, c'est qu'on veut une agriculture durable pour la Calédonie. Voilà, et je voudrais aussi remercier nos 3 intervenants, qui, vous les connaissez, qui sont des chambres d'agriculture de métropole, et notre ami Luc qui vient d'un peu plus loin, il est de Belgique. Bon, on ne voudra pas, parce qu'il nous a fait la confidence ce matin. Il a un tout petit bled, un petit peu plus grand que La Foix en Belgique, qui s'appelle La Foix. Et il en a parlé avec Corinne Voisin, qu'on remercie, qui est venue ce matin, qui a eu le temps de prendre un petit déjeuner avec nous. Et par contre, son représentant, Jean-Jacques de la Thière, va nous dire un petit mot. Mais merci encore à tous du travail qui a été déployé, de l'énergie aussi qui a été mise. Et je sais que ça a été quand même difficile pour les uns et les autres. Vous êtes couchés tard, très tard, pour la plupart. Et sachez que encore demain et vendredi, il y aura encore du travail pour qu'on ait vraiment un document à retransmettre après à tout le monde. Et c'est ça le but. Je pense qu'on est dans cette démarche, les uns et les autres. Et vraiment, félicitations, bravo et merci encore à tous de votre implication. Je passe la parole à Jean-Jacques. Bonjour à vous tous, merci d'être présents ce matin pour la clôture. Je voudrais d'abord excuser Madame le maire qui est absente, elle est retenue ailleurs. Je voudrais remercier au nom du conseil du maire et du conseil municipal, la Chambre d'agriculture, le gouvernement, tous ceux qui sont intervenus pour ces 3 jours sur la Foix. Ça nous a fait chaud au cœur que ce soit chez nous. Merci à vous tous. Et je voudrais m'adresser aux jeunes. Merci de la présence des jeunes agriculteurs, des jeunes futurs agriculteurs. Soyez fiers de votre métier, c'est le plus beau métier du monde. Et la Calédonie ne se fera pas sans vous, parce qu'il faudra nourrir le peuple de Calédonie. Et puis, peut-être dans de meilleures conditions, mais non, après ce que vous avez pu apprendre pendant ces 3 jours. Merci à vous tous, bonne continuation et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, merci donc d'être là. On a la difficile tâche, même pas 24 heures, à 12 heures après la fin de vos ateliers, de vous les restituer. Donc, on va essayer de le faire du mieux possible. Les équipes ont travaillé une partie de la nuit, donc c'est jamais facile de faire ça presque en direct, sans temps suffisamment important entre le moment... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Entre le moment où on termine les ateliers et le moment où on les restitue. Donc par avance, merci de votre indulgence. Je crois qu'on peut féliciter toutes les équipes de la Chambre qui ont travaillé d'arrache-pied cette nuit pour produire ce travail. Donc je vous explique comment va se passer la journée. C'est aussi un autre défi que de ne pas endormir tout le monde avec des présentations qui vont se succéder. Il y a eu 10 ateliers, donc ça fait 10 présentations. Donc on a essayé de choisir un format qui du coup repose beaucoup sur vous. C'est-à-dire que en fait, les équipes, les animateurs vont présenter des PowerPoint assez courts. On va essayer de vous prendre 5 à 10 minutes par sujet. Vous allez voir, c'est forcément synthétique. Donc ceux qui ne trouvent pas leurs paroles, surtout ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que vos paroles ne seront pas dans le rapport. Là, c'est vraiment une volonté d'être synthétique. Et ensuite, pour chaque sujet, on va se donner entre 15 et 25 minutes
pour discuter avec vous, pour discuter avec des intervenants qui seront sur scène. OK ? Donc, à chaque fois, on vous fait la présentation, le compte-rendu de l'atelier, et ensuite on discute. Donc, on va faire ça 10 fois. Et il y aura une petite table ronde conclusive, des interventions conclusives, on espère, vers 15h, 15h30. Donc, vous n'êtes pas obligé d'annuler le cours de yoga ou de musique à 18h, vous devriez être chez vous. C'est la bonne nouvelle, quand même. OK, on démarre. Pas de questions, tout va bien. Merci d'être aussi nombreux. Donc, ça veut dire que pour la logistique, il faudra des micros dans la salle. Surtout, n'hésitez pas à intervenir. On va essayer de garder cette dynamique de concertation. Il y a eu quand même une grosse influence aux ateliers, une énorme participation, une énorme dynamique. Donc voilà, il faut qu'on essaye de rester là-dedans tous ensemble pour le progrès de l'agriculture calédonienne. Merci beaucoup. Donc les premiers intervenants, l'atelier numéro 1, si vous vous souvenez, les besoins de la Nouvelle-Calédonie en termes de protection et de fertilisation. L'idée derrière ça, vous avez compris, c'est de se dire, enfin, j'allais dire le livrable de sortie de cet atelier-là, c'est qu'on essaye de savoir vraiment sur quels grands axes investir en matière de techniques de lutte pour que, à la fois, évidemment, comme toujours dans ce forum, on satisfasse les besoins des agriculteurs et on satisfasse les besoins des consommateurs. À vous deux, merci, à tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est moi qui vais commencer avec l'atelier 1. Pour cet atelier, on était 4 animateurs, à savoir Laurent Henry, Nicolas Hugo et Philippe Caplong et moi-même, Didier Pastou, donc de la Chambre d'agriculture. Le premier atelier, donc, c'était la définition des besoins, avec comme objectif identifier les problèmes majeurs et les solutions souhaitables en protection des végétaux et en fertilisation. Pour atteindre les objectifs à moyen terme et à long terme de l'autosuffisance alimentaire, de la protection de l'environnement et du consommateur, et aussi la protection de la profession. En termes de déroulement, donc on a eu 6 répétitions de l'atelier, donc soit 90 personnes, en comptant 15 personnes par atelier. Il y a eu 3 problématiques qui ont été abordées, et pour la synthèse et la présentation, on a relevé les besoins et les solutions les plus fréquemment cités pour les 3 problématiques qui ont été présentées et qui ont été suivies au cours des ateliers. Donc la première problématique qui a été abordée, c'était les maladies et les ravageurs, donc les besoins en protection des cultures. Les principaux besoins qui ont été relevés, c'est la sélection variétale, un besoin en sélection variétale, un besoin en lutte biologique et alternative, et aussi, c'est revenu fréquemment, l'amélioration sur la gestion des bioagresseurs à fort impact. En fin de compte, les bioagresseurs qui sont les plus fréquents et les plus problématiques, où les solutions qui existent actuellement ne sont pas les plus optimum. Les solutions donc, ont été aussi relevées et proposées par l'ensemble des participants. C'est premièrement l'expérimentation en station et chez les producteurs. Le développement de la production locale des auxiliaires et des substances naturelles, les démonstrations des méthodes alternatives, filets, phéromones, toute méthode autre que du chimie classique, et aussi, c'est revenu assez fréquemment, la constitution d'un réseau de pépiniéristes avec certifiés pour tout ce qui est production de plants sains, pour éviter justement la dissémination de problématiques nouvelles en termes de maladies et de ravageurs. La deuxième problématique, ça a été les adventices. Donc, les besoins qui ont été énumérés, donc ça a été le paillage naturel, plastique, biodégradable, le désherbage alternatif, ça peut être aussi bien chimique, mais avec d'autres produits chimiques qu'actuellement, et tout ce qui est machinisme, travail du sol, bineuse, nouveaux matériaux de traitement thermique, au niveau en termes de besoins. Et les solutions, donc développement des techniques avec moins de chimie, notamment tout ce qui était rotation. Beaucoup de personnes ont insisté sur les rotations. Une meilleure connaissance des risques sanitaires des adventices,
Là, c'est lié au paillage. En fin de compte, pour la distribution du paillage, les gens se posent beaucoup de questions sur ne pas disséminer d'autres pestes en termes de au niveau des parcelles. Donc connaître quelles sont les mauvaises herbes ou les adventices qui peuvent être problématiques dans la dissémination et dans les paillages. La vulgarisation de nouvelles techniques qu'il faut valider localement, à savoir il existe beaucoup de techniques à l'extérieur, donc il y a une demande de démonstration et d'adaptation locale, notamment principalement au niveau des adventices. Et pareil, l'expérimentation chez les producteurs et en station. Alors la troisième problématique qu'on avait mis en premier dans la réalisation des ateliers, mais pour la synthèse, on présente ici, c'est tout ce qui est fertilisation et maladie de faiblesse. En fin de compte, toutes les problématiques liées à la gestion du sol qui entraînent des maladies complexes et l'expression de maladies de faiblesse. Donc en termes de besoins, alors là c'est venu fréquemment et on va dire majoritairement, les plans de fertilisation, les analyses de sol et l'interprétation locale et indépendante. Les disponibilités en matière organique locale, que ce soit en engrais et en amendement, donc avoir une filière locale d'apport de matière organique, des connaissances sur les techniques de gestion de la fertilité du sol en fonction des zones et de façon territoriale. Il y a beaucoup de personnes ont cité qu'ils ne connaissaient pas obligatoirement tout ce qui était gestion du sol et les caractéristiques des sols qu'ils utilisaient et qui étaient chez eux. C'est venu aussi, il y avait une petite partie pour la gestion de l'irrigation en lien avec la gestion du sol. Et après, la sécurisation de l'approvisionnement en engrais, qui était plus une problématique d'appro. Sinon, globalement, en termes de conclusion, en fin de compte, la conclusion, on a repris celle qui revenait des trois problématiques, qui était globale à l'ensemble des trois problématiques, aussi bien maladie, ravageur et maladie de faiblesse. Donc c'était le besoin en échange entre les producteurs, tout ce qui était transfert technique et de vulgarisation, la sécurisation des intrants, donc sécurisation des intrants aussi bien en engrais, en phytosanitaire, mais aussi également en semences. La connaissance des cycles des bioagresseurs locaux, en fin de compte une meilleure connaissance de tout ce qui était bioécologie, biologie, des cycles des maladies et des ravageurs, puisque en fonction des zones, et pour certains ravageurs, on n'a pas et maladies, on a encore quelques lacunes. Et les solutions, donc mettre les agriculteurs au centre des programmes d'expérimentation, le développement de solutions alternatives avec c'est revenu souvent, les plantes de service, tout ce qui était rotation, comme j'ai dit précédemment, et avoir une approche systémique des exploitations et non par problématique. Donc avoir une approche globale, prenant en compte l'ensemble des problématiques et des bioagresseurs, et non pas se focaliser sur une problématique précise en termes de résolution des problématiques. Voilà. Merci. Merci. Oui. Est-ce que vous avez déjà une ou deux remarques ou questions de toute façon, c'est toujours les premières qui sont compliquées à lancer. Juste, moi, j'ai une question à vous poser. C'est un point quand même d'étonnement. C'est que vous avez vu qu'on parle des problématiques de bioagresseurs et que beaucoup des réponses ou des solutions sont quand même hors chimique. Alors, c'est quand même assez marquant. Je ne sais pas si vous, ça vous marque. Moi, ça me marque en tout cas. Est-ce que vous pouvez confirmer cet esprit qu'il y a eu dans les ateliers et quand on a fait la PAP il y a quand même 4-5 ans, on n'était pas tout à fait exactement sur la même demande de réponse. Oui, ce qui a été abordé, donc, c'était surtout trouver des solutions alternatives. Le chimique était toujours présent, mais de manière solution finale. Même s'il y avait des lacunes pour certaines problématiques qui étaient difficiles à résoudre, notamment c'est pour ça qu'on a insisté tout ce qui était amélioration. C'est que on ne peut pas s'affranchir complètement du chimique, mais ça ne venait qu'en solution finale. David Perrard, je te vois là, je me dis,
Est-ce que, d'une certaine façon, la gestion biologique des bioagresseurs pourrait être une solution qui intéresse les agriculteurs conventionnels comme toi, et y compris des grandes cultures? Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, c'est une problématique qui est remontée lors de cet atelier. Nous sommes en recherche de solutions alternatives pour la simple et bonne raison qu'on veut la même chose que les consommateurs, c'est-à-dire qu'on veut un environnement sain. L'environnement dans lequel on travaille, c'est notre capital. C'est notre capital pour notre activité, c'est notre capital santé puisque nous vivons sur nos lieux d'exploitation. Et aujourd'hui, le peu de réponses qui nous est faite pour sortir du tout chimique nous inquiète. C'est-à-dire qu'on veut véritablement que cet axe-là soit pris en compte et plus développé. Quelques-uns d'entre nous l'expérimentent à titre privé, mais je vois, moi, aujourd'hui, sur mon exploitation, des résultats probants quand on arrive à mettre en place des techniques alternatives qu'on a pu observer ailleurs. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir de plus en plus d'axes de recherche qui soient faits dans ce sens. Merci David. Jacques, tu veux réagir? C'est une question pour ceux qui ont fait la synthèse, parce que les conclusions et les solutions que vous proposez sont très intéressantes, hein. Il y a l'implication des agriculteurs dans la recherche, etc. Il y a un truc qui n'apparaît pas pour moi. C'est, alors peut-être que ça existe, hein, c'est une question que je vous pose, je n'ai pas la réponse. Les agriculteurs, en tout cas en France, quand on a développé la bio au démarrage, tout ce qui était problématique de pratique, de savoir-faire, on ne les a pas trouvés dans les instituts, puisqu'en fait, ils ne s'en occupaient pas à l'époque, hein, on était au démarrage. Donc la ressource, c'est l'agriculteur. Ce sont les agriculteurs, c'est leurs pratiques qu'ils ont mis au point dans leur région, etc. Et comment on les recense, et les recenser, c'est une chose, mais comment on les diffuse? Parce que fondamentalement, c'est eux qui portent la solution sur un certain nombre des sujets que vous évoquez là. Bonjour. Alors, c'est pour ça que sur le point la conclusion, le point numéro 1, c'est vraiment l'échange entre les agriculteurs qui est ressorti. C'est vraiment ce qui a été ressorti des ateliers, c'est Agrinov. C'est un super moyen d'échanger entre producteurs, techniciens, de faire remonter les besoins. Ça va être abordé dans l'atelier 7, le côté remontée des besoins des agriculteurs, échange, transfert. Mais c'est quelque chose qui est ressorti énormément. Donc c'est pour ça que l'expérimentation ou la démonstration chez les agriculteurs était quelque chose qui est ressorti sur tous les paperboards, quelles que soient les thématiques. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, c'est mettre les agriculteurs au centre du transfert. Ça n'apparaît pas, enfin je suis désolé, oui, mais très clairement écrit dans les 3 points de votre conclusion. Je ne le vois pas comme ça, moi. Je ne le lis pas comme ça. Parce que ça me paraît important. Ça me paraît important que les agriculteurs, ils ne sont pas simplement au cœur du dispositif par rapport aux outils de recherche qui existent et qui vont travailler dessus. Mais au-delà de ça, eux-mêmes, ils sont porteurs de solutions. Alors là, on était sur l'identification des problématiques et des besoins. Donc c'est ressorti, on a essayé de le mettre dans tout ce qui était parcelle de démonstration, échange entre producteurs, mettre les agriculteurs et faire remonter les besoins. Ça ressort peut-être pas assez dans la présentation, je suis d'accord. Ça ressortira un peu plus dans la présentation du 7 sur le transfert, alors recherche, expérimentation, transfert et formation. Un autre sujet sur la fertilisation, là, j'ai aussi envie de poser la question à un agriculteur, là pour le coup bio, là, Michael Sansoni, je ne sais pas où il est. Tu es là, Michael. Est-ce que tu penses aujourd'hui, de ton expérience, qu'il est faisable de développer en Calédonie une filière de fertilisation organique qui corresponde aux critères de la NOAB et biologique, et si oui, c'est quoi vraiment la réalité des besoins? Ah, il faut un micro pour Michael, il n'y en a pas.
Bonjour à tous, donc Michael, agriculteur à Dombéa. Je fais de l'agroforesterie. Bon, et comme l'a dit Jacques Pior, l'agriculteur c'est un chef d'entreprise et il ne doit pas se laisser dicter la manière dont il va mener ses cultures et ses intrants. Il doit prendre aussi ses responsabilités et ses enjeux financiers, donc ses risques, parce qu'il y a une partie de son argent qui est investie dedans. Moi, mon choix, c'était de faire qu'avec des intrants locaux, aucun intrant importé, parce que je pars sur le principe que la nature, c'est la régénération, et que l'agriculteur, il doit participer à la régénération des déchets de la société. Bon, ça, c'est une vision, et du coup, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle les déchets verts, qui est de la biomasse. Et pour vous dire, c'est qu'en ce moment, est livré chez moi entre 150 et 200 mètres cubes de déchets verts par jour, qui viennent du Grand Nouméa. Seulement, j'ai un souci, et je cultive uniquement avec ça des intrants minéraux locaux. Seulement, j'ai un souci, c'est que cette matière, en fait, elle n'est pas subventionnée. C'est-à-dire, subventionnée, je veux dire par là que si je la mets en concurrence avec la matière qui arrive à la Chambre d'agriculture, principalement d'Europe, au niveau de la bio, eh bien, cette matière-là, moi, je dois la transporter. Je dois la mettre en forme et ensuite l'épandre dans mon champ. Et du coup, finalement, ce coût-là, je le prends sur mes deniers personnels, et c'est un choix. Mais c'est une matière qui arrive en grosse quantité, je ne peux pas tout écouler. J'ai des grosses demandes sur les générateurs de ces déchets pour venir déposer chez moi. Je suis obligé de limiter. Et je pense que oui, c'est possible. Il y a un véritable gisement. Après, moi, je ne parle pas de compostage. J'utilise la matière fraîche parce que je pense que le sol a besoin de manger de la matière fraîche. Après, chacun a sa vision de la chose. Mais donc, on peut, par des initiatives d'agriculteurs, créer une filière sans avoir besoin des institutions. Et je pense qu'on aurait besoin juste de nous laisser le choix entre utiliser une matière aidée qui arrive par bateau ou se faire aider sur le transport et la mise en forme de la matière. Voilà, c'est là où il y a des enjeux pour moi au niveau local. Je te remercie pour l'intervention parce qu'effectivement, hier, j'ai avancé que sans doute les systèmes d'aide qui sont en place aujourd'hui, c'est bien, mais ils ne sont sans doute pas appropriés par rapport à une logique de développement. Et le point que tu viens d'évoquer là sur la gestion, c'est-à-dire la valorisation de la biomasse du pays, c'est ça qui doit être prioritaire par rapport aux importations. Donc il y a un problème de ciblage des aides pour favoriser plutôt une option qu'une autre, quoi. Bon, et t'en es l'illustration. Hein. Zoltan, je voulais juste rajouter un point. Parce qu'il y a une polémique qu'on nous sort tout le temps ici, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des essais de compostage ou de co-compostage, nous ne sommes pas dans les normes européennes en matière de métaux lourds. Et je voulais dire, je suis scientifique à la base, et quand on me parle de ppm, donc de parties par million ou dans le sol, je connais mon analyse de sol, 3000 ppm de nickel et 5000 de chrome. Et si je calcule la biomasse que je vais rajouter dans mon sol, au-dessus de mon sol, ce que ça va amener, c'est peut-être 0,01 ppm sur 20 ans. Donc j'aimerais qu'on m'explique comment 0,1 ppm peut avoir un impact sur la qualité de ce que je vais produire dans le sol qui est calédonien. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas de nickel, eh ben, peut-être qu'il n'a rien à faire ici. Et voilà. Bon, voilà, c'est lancé, hein, en fait, là. Je crois que c'est lancé, c'est-à-dire, bon, là, on a tout eu, les aides, la recherche, les agriculteurs ensemble. Est-ce que vous avez une ou deux réactions avant qu'on passe à la thématique suivante? Quelqu'un, hein? Il y a Christian qui voulait parler, hein. On t'a vu avec là-bas. L'IAC. Bon, vrai sujet, cette histoire de ppm, je crois que l'IAC a démarré une étude, mais effectivement, c'est très compliqué de mettre en place une filière de fertilisants locaux tant qu'on n'aura pas réglé ce problème. Oui, Christian Mille, chercheur à l'IAC, mais pas du tout dans cet aspect. Moi, c'était pour intervenir par rapport aux substances naturelles sur lesquelles on travaille depuis 2012 et qui sont pas faciles à défendre à plusieurs niveaux. Et donc c'est pour ça que je voulais quand même, nous travaillons sur des biopesticides issus de la biodiversité ou pas
de plantes de Nouvelle-Calédonie. Et voilà, j'aimerais bien que ça soit comment dire, intégré par tout le monde et qu'on on sait qu'on a des résultats qui sont potentiellement très intéressants et qui pourraient venir en alternative des PPUA classiques d'origine de synthèse chimique. Voilà. Par contre, pour les aspects d'ETM, je n'ai pas d'expertise là-dedans. Peut-être un dernier mot sur une problématique. Là, je vais interroger Olivier Durand, qui est, je vous le rappelle, le patron de Tech & Bio en France. Ici, on a un vrai souci sur l'enherbement. D'ailleurs, comme tu l'as vu, la plus grosse part des PPE à utiliser, c'est le glyphosate. Bon, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toutes les solutions que tu vois passer avec Tech & Bio sur les techniques alternatives de désherbage? Et est-ce que, comme ça, évidemment, tu n'es pas là depuis longtemps, tu n'as pas beaucoup vu, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen de développer ça ici et d'une certaine façon, qu'est-ce qui pourrait marcher pour diffuser auprès de tout le monde ces techniques-là? Merci Zoltan. Moi, j'ai vu des éléments intéressants dans la présentation. Le désherbage, pour moi, est une solution de rattrapage. Ce qui me semble important, c'est l'implantation de la culture et la rotation. Donc, ce qui est important dans le schéma de construction que vous avez passé en agriculture biologique, il faut intégrer une rotation. La rotation, elle est capitale. Elle va avoir un rôle sur la fertilisation, elle va avoir un rôle sur la structuration du sol, et elle va avoir un rôle dans l'équilibre des adventices que vous avez rencontrés dans le cycle. Donc, c'est la première chose. Zoltan, il faut déjà réfléchir à une rotation adaptée que vous allez installer. La deuxième chose, on va utiliser des outils, c'est vrai, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus innovants, mais ils sont coûteux et également ils demandent du temps. C'est plus facile d'utiliser son pulvérisateur que passer 3 fois la bineuse dans une production. Donc il faut bien l'intégrer. Donc, et aussi, à notre grande surprise, nous on développe beaucoup ça chez nous, on travaille en CUMA. On a souvent des outils à plusieurs, et c'est peut-être aussi des choses à travailler. Tout à l'heure, Jacques évoquait le transfert, les échanges entre les agriculteurs. Il est aussi intéressant, je pense, de réfléchir aussi à avoir des outils en commun. Et une bineuse, elle va servir pour une type de production à un moment précis. Après, il faudra un autre outil. Donc, ça doit se raisonner, et je pense que ça peut se réfléchir à plusieurs. Alors après, je n'ai pas la connaissance de la distance, parce que je crois qu'elle est importante, et puis les agriculteurs sont assez éloignés. Et puis aussi, également, je vous donne une petite idée, mais cet outil, elle n'est pas exclusive aux agriculteurs bio. Elle peut être aussi utilisée aux agriculteurs conventionnels. Donc cet outil, je pense qu'on peut le partager. Ça peut apporter des échanges entre les agriculteurs bio et les agriculteurs conventionnels. Merci Olivier, c'est un peu, on va terminer là-dessus. Ce qu'on voit et ce qui a été vraiment très présent dans les ateliers, j'allais dire comme esprit, comme valeur, c'est que bio ou conventionnel, les problèmes sont les mêmes. Et en fait, finalement, les techniques des uns et le développement des techniques des uns peuvent servir aux autres. Et c'est un des points, et je terminerai juste là-dessus pour cet atelier 1, c'est un des points extrêmement marquants qui a d'ailleurs, j'allais dire, irrigué tout au long de ces ateliers, c'est qu'en réalité, les différences sont pas très grandes. Alors, tous les agriculteurs ont les mêmes soucis de bioagresseurs et il y a différentes techniques pour y répondre. Et il y a des techniques qui effectivement adressent davantage l'agriculture biologique, mais qui finalement, en conduite conventionnelle, seraient bien utiles. Donc ça veut dire que là, je regarde les techniciens à la fois des outils de recherche, d'expérimentation et de transfert, mais il y a sûrement là des choses à mutualiser qui sont intéressantes. S'il n'y a pas de commentaires, on va passer à l'atelier 2. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, l'atelier 2, c'était un atelier difficile parce que on avait comme peut-être utopie, mais on va en parler ensemble après, de se dire à la sortie d'Agrinov, est-ce qu'on est capable de dire en 2025 on va faire X% de la consommation ou de la production en bio. C'était ça l'ambition de départ. De la façon dont je parle, vous allez voir que effectivement, c'est pas forcément réussi. Il faudra qu'on en rediscute après.
Donc on vous laisse nous dire, est-ce qu'il y a des objectifs faisables et si oui, sur quel marché, mesdames? Merci beaucoup. Bonjour. Donc effectivement, l'objectif de l'atelier 2, c'était d'essayer finalement de trouver quels étaient les segments de marché les plus adaptés pour envisager un développement de la filière bio. En termes de méthodo, simplement un petit rappel, il y a eu 5 ateliers qui a dû regrouper à peu près 90 participants. On a travaillé en sous-groupe. La méthodo, c'était vous choisissez en fait en groupe, vous réfléchissez, vous déterminez les 3 segments qui vous semblent prioritaires. Et donc sur celui qui a été retenu de manière le premier des segments prioritaires, il y a eu un travail pour développer avantages, inconvénients de chacun de ces segments et essayer d'analyser, de déterminer les conditions de réussite. Alors ça, c'est juste une synthèse un peu quantitative justement des segments qui sont ressortis. Il y a à la fois le nombre de citations, le nombre de fois où ils ont été proposés comme prioritaires. Et à droite, en rouge, en fait, c'est ceux qui étaient les premiers de la liste parmi les 3. Et donc, c'est ceux qui ont été traités, qui ont été développés en avantages inconvénients. Donc, la restauration scolaire est donc le segment de marché qui a été cité le plus souvent et qui a été traité de manière prioritaire. On a eu ensuite tout ce qui est vente directe, qui regroupe les marchés, paniers, points relais, etc. La GMS, les magasins spécialisés, la restauration hors domicile et les gamelles. En gros, juste pour faire une restitution un peu synthétique, les cantines, c'est sorti parce qu'en fait, donc potentiellement, ça représente du volume. Il y avait le côté éducatif qui est revenu systématiquement, c'est-à-dire que c'est la possibilité d'apporter le bio dans les assiettes de tout le monde. La vente directe, c'est sorti parce que c'est déjà un segment de marché qui fonctionne et c'est aussi celui qui est le plus en accord avec l'éthique du bio. Et la GMS, évidemment, c'est un segment de marché porteur de volume pour son accessibilité. Donc, on a développé, on restitue aujourd'hui uniquement le segment restauration collective de manière un peu détaillée, puisqu'il fallait, c'était le choix de la méthodo. Les atouts qui ont été listés et synthétisés, ça tourne autour de... On a essayé de les classer à peu près par ordre d'importance dans le nombre de récurrences. Santé publique, voilà, la restauration collective, c'est la santé publique par l'assiette. L'équité, en fait, ça donne l'accès au bio à tout le monde. Ce sont des potentialités fortes en termes de volume. Dans ce registre-là, effectivement, il y a l'opportunité d'écoulement en 4e gamme des produits de 2e et 3e catégorie. Une réactivité qui a déjà fait ses preuves, une réactivité, mais lorsqu'elle est occasionnelle, elle est satisfaisante, donc ça a été à l'occasion de certains événements. Et il y a également été cité le développement des filières animales bio, qui est actuellement en train de se faire et qui est en adéquation avec les fortes demandes du segment collectivité scolaire. Dans les atouts également, il y a la contractualisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une garantie au niveau de la régularité de la demande et c'est des débouchés assurés. Et une accessibilité des marchés pour les producteurs avec des cantines réparties sur tout le territoire. Donc c'est une possibilité d'arriver en direct pour certains producteurs. Alors les contraintes principales, c'est le prix d'achat de la matière première. Donc ça, c'est quand même une grosse contrainte qui avait déjà été d'ailleurs bien mentionnée dans le diagnostic, puisque pour mémoire, il était précisé que le coût de la matière première dans un repas cantine représentait 200 à 250 francs. Donc c'est quand même pas beaucoup, ça c'est pas un gros budget. Les volumes, c'est aussi aujourd'hui finalement une contrainte. Parce qu'il faut vraiment avoir une réactivité importante en termes d'approvisionnement. Alors certains participants effectivement ont utilisé le terme d'utopique, considérant que c'était peut-être pas vraiment facile à atteindre en termes de volume. Toujours dans les contraintes, les insuffisances logistiques, le manque de formation et d'accompagnement des techniques, mais ça, c'est des thèmes qui reviennent pas spécialement dans cet atelier.
l'insuffisance de la transformation des produits de quatrième gamme et la méconnaissance a été citée aussi des exigences commerciales de la restauration scolaire. En ce qui concerne les conditions de réussite, donc là en fait on a restitué également donc les deux autres segments qui étaient arrivés juste après les cantines. Commun en fait aux trois segments, bah, effectivement ça nécessite une éducation du consommateur à consommer local et à consommer de saison. D'ailleurs c'était un des atouts de la restauration collective parce que ça elle le propose. Commun à la restauration collective et à la GMS, c'est l'organisation, la nécessité pour les organisations, pour les producteurs de s'organiser pour pouvoir assurer la régularité de l'approvisionnement, de la commercialisation, de la négociation. Ont été citées aussi assez fréquemment les obligations réglementaires qu'il faudrait imposer. Donc, concernant la restauration collective, c'est par exemple l'intégration de produits bio dans les repas, l'imposer par la réglementation. Et ça a été proposé également pour les GMS, avec l'idée d'imposer un pourcentage de produits bio locaux dans les rayons, ou d'imposer également l'identification des produits bio. Spécifique à la restauration collective, après c'est des choses effectivement qui ont été répétées très régulièrement, c'est les obligations de planification, de contractualisation. Ce qui était intéressant aussi, c'était effectivement, il a été dit de ne pas privilégier les plus grosses exploitations bio au détriment de l'éthique du bio, parce que l'éthique du bio, ça va aussi avec cette idée de petite exploitation et qu'il faut préserver. Et donc pour la vente directe, mais je dirais que ce qui a été cité, c'est aussi ce qui est propre à l'ensemble de la filière bio. C'est la nécessité en fait de promouvoir en fait le bio, qui manifestement actuellement n'est pas suffisamment promu. Finalement, si on observe en fait, on fait une planification de l'évolution de ces trois segments de marché. La cantine, aujourd'hui, en termes de volume, ça paraît pour certains difficilement atteignable, parce qu'il y a une contrainte vraiment importante, c'est la régularité de l'approvisionnement qui est nécessaire. Ils ont considéré qu'effectivement la faisabilité pouvait se faire à long terme. Et comme il fallait, c'était partie de l'objectif, mais on a eu beaucoup de difficultés à aller jusque-là, il fallait effectivement essayer de projeter des données chiffrées. Donc plusieurs ateliers nous ont annoncé un exemple, donc ça pourrait être commencer par un jour de bio par semaine. Donc quand on fait une projection, quand on connaît les volumes de la restauration scolaire aujourd'hui, qui représente plus de 4000 à 4500 tonnes à peu près par an, un jour de bio par semaine, ça représenterait 1125 tonnes de produits frais bio à produire par an, sachant qu'aujourd'hui, on est à 200 tonnes. Donc ça veut dire multiplier par 5 la production. Pour les GMS, il y a deux segments différents. On peut effectivement distinguer les grandes surfaces pour lesquelles, effectivement, ça passe par une centrale d'achat et une faisabilité qui se fera plutôt à long terme, mais peut-être à moyen terme, une possibilité d'aller plus vite avec les moyennes surfaces, où l'achat direct peut se mettre en place. Et pour la vente directe, c'est le fameux secteur qui a déjà été, qui est déjà approvisionné, qui est déjà en place, qui fonctionne, qui n'est pas complètement alimenté à 100%, mais qui est déjà en place, et donc une faisabilité à court terme qui est plus envisageable. Merci. Merci. Remarque d'étonnement peut-être? Il y en a? Non? Non. Avant que tu parles des cantines, hein, s'il te plaît, Jacques. Juste, non, peut-être une remarque d'étonnement sur les données, non? Je suis étonné. Non, mais tu m'as dit qu'il ne faut pas que je parle tout de suite. Alors, non, mais il y a quand même. Je parle ou je ne parle pas finalement? Je parle un peu. Non, mais,
Non, parce qu'après, il n'y a pas de tomates dans la salle, il n'y a pas d'igname, pas de tarot à me balancer à la figure. Bon. Il y a quand même un truc là qui me scotche un peu, mais vu de ma fenêtre métropolitaine, il y a plusieurs fois un rapport à l'éthique bio, d'accord ? Ça dépasse l'aspect strictement segment de marché, etc., quoi. Alors, c'est tel que vous l'avez résumé. C'est peut-être pas comme ça que ça a été dit, hein, mais sur la façon dont ça a été résumé, ça me renvoie à un sacré questionnement, quoi. Quand je lis ça, sur l'éthique bio, la vente directe, c'est celle qui répond à l'éthique bio. Moi, j'habite la région parisienne, 12 millions d'habitants, et autour de la région parisienne, même à 100 km, il n'y a quasiment pas de producteurs bio. Ça veut dire que nous, les 12 millions qui sont en zone urbaine, on n'a pas le droit de se nourrir bio parce qu'on ne répond pas à l'éthique, quoi. Il faudrait qu'on puisse vivre à côté de ceux qui produisent. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est nous qui achetons les produits pour faire vivre les producteurs, et ils nous disent, mais non, tu vis en ville, tu n'es pas à proximité, c'est pas du local, c'est pas de la directe, tu bouffes de la... Voilà, tu te démerdes. Mais moi, je ne vends pas. Je suis... Mais atterré, oui. Je suis scotché, quoi, quand même, hein, parce que, quand même, qui porte, d'ailleurs, c'était le sens de mon intervention hier, s'il y a un marché de la bio, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Pourquoi il faut créer une ségrégation des consommateurs? On est en ville, on est à la campagne, on est dans des petites villes, on est où on est, je veux dire. La vie fait qu'on trouve le boulot, ou sa famille, ou bon, bref. Donc ça, cette approche de l'éthique-là, aussi restrictive et ségrégationniste, moi, je peux pas adhérer à ça, hein, c'est clair. Je peux préciser... non mais attends, juste je termine et après, voilà. Dire les GMS, ils font pas de la bio en gros parce que ça ne correspond pas à l'éthique, moi je vais vous dire, si en France, on n'avait pas eu des groupes, et je vais les citer, parce qu'ils ont mouillé la chemise, et avec moi, ils ont perdu de l'argent au départ. Si on n'avait pas eu le groupe Auchan, je ne sais même pas s'il est présent ici, ça n'a aucune importance. En France, la filière viande bovine, elle n'a d'existence que parce que le groupe Auchan, pendant des années, il a payé, même quand les carcasses n'étaient pas mangeables, bio, hein, d'accord ? S'il n'y avait pas eu le groupe Carrefour, la filière pain, elle n'existerait pas. C'est Carrefour qui, bien avant la crise de 90 de la vache folle, a dit « nous, on fait de la boule bio et on soutient les petits producteurs bio et les grands et les moyens ». Mais quand vous voulez répondre à certains marchés, on ne peut pas dire qu'on va développer la production et puis interdire à des gros producteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un gros producteur ? C'est celui qui a 10 hectares, c'est celui qui en a 50. Aujourd'hui, en France, il y a du développement de la bio. C'est parce qu'on a des types qui viennent avec leurs 500 ou 600 hectares et qui font de la bio. Sinon, on ne répondrait pas au marché, on ferait de l'importation. Il faut... D'accord ? Je m'énerve. Non, mais je vais apporter quelques précisions. Je vais apporter quelques précisions parce que c'est peut-être la façon dont ça a été présenté. Parce que en fait, quand les gens ils parlaient d'éthique bio, c'était par rapport à un risque de création de monopole de 2-3 grosses exploitations qui fourniraient des gros volumes au détriment du maillage territorial et des petites exploitations. Donc ça, mais par contre, c'est différent. C'est différent de ça et ce sur quoi là ils ont orienté. Parce que là c'était une réflexion à plus ou moins long terme par rapport à ce qui est déjà fait. Je te coupe, je suis désolé, j'entends ce que tu dis et je comprends. Mais les circuits, hier, j'ai fait exprès de présenter un petit schéma là, qui présentait que la consommation bio elle était diverse et variée. On a plusieurs types de consommateurs. On a plusieurs types de circuits de distribution. La vente directe, elle a du sens, c'est très bien. Les magasins spécialisés, ils ont aussi du sens. Les GMS, ils ont du sens. La transformation, et tout le monde n'achète pas les mêmes produits bio dans les mêmes circuits. L'agriculteur qui a plus de surface, il va répondre en termes de volume. On parle de cantine. La cantine, par définition, c'est du volume. Mais c'est un risque, mais par contre, les gens, ils n'ont pas exclu justement les cantines et les GMS, c'est arrivé dans les premiers marchés. Mais c'était un risque évoqué de ne pas focaliser toutes les énergies sur que les cantines et sur 3 exploitations en oubliant tous les autres marchés. C'est dans ce sens-là que c'est ressorti. Ok, merci. Je pense que c'est, y compris dans le diagnostic, je ne sais pas si vous vous souvenez, jeudi au Théâtre de Lille,
Mais on avait bien redit, attention, les enjeux des marchés, c'est qu'on les satisfasse tous. Et à chaque marché, il y a sa chaîne de valeur. Souvenez-vous, on a parlé de ça. Et dans chaque chaîne de valeur, il y a des types d'exploitation qui ne sont pas les mêmes. Or, aujourd'hui, le constat qui est fait, on ne peut pas dire autre chose, c'est qu'on a largement associé bio et petites, voire très petites exploitations et vente directe. Et la question qui est posée, qui était normalement posée au travers de cet atelier, c'est est-ce que la Nouvelle-Calédonie veut changer de braquet en matière de production et de consommation bio? C'est ça le sujet. Est-ce qu'on veut changer de braquet? Est-ce qu'on veut, d'une certaine façon, démocratiser la consommation bio qui est aujourd'hui réservée aux gens qui y ont accès? J'ai souvent tendance à dire ceux qui n'ont pas de boulot ou ceux qui sont rentiers. Parce qu'effectivement, il faut aller chez le producteur et tous ceux qui travaillent. Donc ça serait bien qu'en fait on fasse de la bio pour les travailleurs. Hein? Non, donc voilà, et la question qui nous est posée suite au diagnostic, c'est justement quelle chaîne de valeur et quel type d'exploitation on doit privilégier pour aller alimenter quel marché. Et sur les cantines, bah oui, les cantines, des petites ventes directes, c'est très compliqué de satisfaire un chef de cantine qu'on va interroger, enfin quelqu'un qui s'occupe des cantines qu'on va interroger tout de suite. Mais il y a des réactions nombreuses dans la salle là. Frédéric Biomonde. Alors oui, nous on a été, donc Frédéric Bratelli, Biomonde, on a été oubliés, mais c'est pas grave, on fait déjà le job, puisqu'on vend déjà la grande partie des produits bio produits en Calédonie. Juste pour rappel quand même, aujourd'hui la production, effectivement c'est 200 tonnes, nos besoins c'est 400 tonnes par an. Donc nous, on attend encore des produits quand même, hein, donc c'est bien effectivement de... Alors j'ai mes collègues de la GMS, là, je les vois à côté, mais aujourd'hui quand même, le circuit spécialisé, et quand on en fait l'amalgame, la vente directe, nous on achète en direct aux producteurs, donc il n'y a pas d'intermédiaire, mais c'est pas de la vente directe aux consommateurs, évidemment on est là. Mais aujourd'hui notre boulot, c'est quand même d'acheter effectivement la production bio du territoire sur des productions qui sont atomisées. Aujourd'hui, on a des petits producteurs et effectivement la bascule de gros producteurs, c'est une réponse pour démocratiser, mais même pour nous, hein. Aujourd'hui, Franck, qui a aujourd'hui la plus grosse exploitation en bio, je ne peux pas me tromper, mais c'est moins de 10 hectares. Donc aujourd'hui, ça ne permet même pas de pourvoir à la distribution spécialisée, c'est-à-dire au magasin bio. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de rentrer pour les magasins spécialisés des producteurs de plus grosse importance, mais ça n'empêche pas que derrière, on puisse continuer à entretenir le réseau de petits producteurs qui permettent de désenclaver les territoires de côte est, du nord et des îles, et d'avoir des solutions de petits volumes dans des circuits de distribution qui les acceptent. Aujourd'hui, la restauration scolaire et la GMS n'acceptera pas des volumes quand il y a 2 cajots de bananes, quoi. Donc il faudra aussi ces circuits-là, et aujourd'hui on est en demande, puisqu'on est sur un marché qui est complètement, je veux dire, on est 400 tonnes, c'est ce qu'il nous faudrait pour nous, hein. Voilà. C'est clair pour tout le monde cette histoire-là. Là, c'est la Polynésie française qui va nous parler. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Françoise Henry et donc je suis productrice bio en Polynésie française avec une surface de 9 hectares. Donc, je ne sais pas si on peut être classé dans les gros, dans les petits, dans les moyens. Alors j'ai deux réflexions à faire. Bon, la première, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est que je pense qu'il ne faut quand même pas opposer les petits producteurs et les producteurs un peu plus importants. Ça n'a aucun sens, vu que le bio n'arrive pas à répondre à la demande à l'heure actuelle. Donc, je veux dire, au niveau, il n'y a pas une question d'éthique. Et si on s'inscrit dans une perspective de développement, bien entendu qu'on doit travailler avec les GMS, bien entendu. Parce que comme disait Zoltan, donc il y a des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas aller chercher leur panier. Donc en fait, quand même, globalement, il y a pratiquement 70% de la consommation des produits alimentaires qui se fait dans les GMS. On ne peut pas se priver de ça. Et on ne peut pas priver les gens qui vont dans les GMS de la consommation des produits bio. Donc pour moi, la GMS devrait avoir une meilleure place, effectivement, dans une perspective de développement. Deuxièmement, la deuxième remarque que je veux faire, c'est sur la restauration scolaire.
j'ai à un moment piloté avec des établissements pilotes et une fédération de producteurs une convention sur la fourniture des collectivités. Et un des axes les plus importants qu'on a réussi à développer mais qui n'a pas été évoqué là, parce que là on parle beaucoup de, comment dire, d'obligation de régularité de l'agriculteur, j'entends bien, il faudrait qu'on arrive à être régulier. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on a besoin aussi de grandes exploitations. Mais il y a une deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans cette convention, on s'était mis d'accord sur le fait de tenir compte des saisonnalités et de la capacité de production des producteurs, surtout dans une phase pilote. Parce qu'avant d'être capable de produire pour une restauration scolaire, il faut déjà qu'on se lance et qu'on sache mettre les choses en place. Et donc, dans la restauration collective, il faut absolument tenir compte des capacités de production et notamment des saisonnalités. La régularité, à mon avis, n'est pas vraiment un vrai problème parce qu'une cantine n'a pas besoin de manger toutes les semaines absolument du taro ou quoi. On avait réussi à se mettre en fait d'accord pour que en fait, les cantines adaptent elles-mêmes leur menu à la capacité de production des agriculteurs. Et ça me semble être un point crucial. Voilà. Alors justement, les deux remarques que j'avais à faire. Merci beaucoup de ton témoignage. Philippe Tissier, qui doit être quelque part dans la salle, il est là. Alors Philippe Tissier, c'est intéressant parce que c'est le coordinateur de Cantine à l'Unisson. Et justement, et il a aussi une expérience personnelle d'avoir travaillé dans la fourniture d'aliments bio pour les collectivités locales. Bon, comment tu réagis à ce que tu entends et est-ce qu'il te paraît possible à la fois de tenir compte de la saisonnalité, d'avoir une montée graduelle pour satisfaire quand même à ce segment de marché dont on voit bien en Calédonie, y compris depuis l'année dernière, qu'il sensibilise tout le monde? En tout cas, le marché, il est là et il augmente de plus en plus. Et notamment, on voit en métropole, c'était des courbes à 2 chiffres qui augmentaient d'année en année. Je pense qu'il y a vraiment un besoin ici de répondre à la demande, parce qu'il y a une demande, certes. Et la restauration de la collectivité peut y répondre. Nous, par l'intermédiaire des cantines à l'Unisson et de Pacific Food Lab, on est en lien direct avec une trentaine de restaurants. Et là, on fait un menu local vendredi qu'avec 100% de produits locaux, et ça couvre à peu près 20 000 personnes. Nous, dans quel cadre on pourrait intervenir là-dedans, parce qu'on a tous les outils et l'équipe qui travaille là-dessus. On pourrait, c'est sûr que d'ici à 6 mois, fournir 20 000 convives dans 2 mois, c'est pas possible, mais on peut se mettre en ordre de marche pour pouvoir y arriver dans les années qui viennent. Et là, il faut que tout le monde participe, bien entendu, à ce projet parce qu'il rassemble tout le monde. Il rassemble tout le monde, tant sur le point de vue de développement durable, mais sociétal, et de faire travailler exactement, de faire travailler tout le monde. Nous, on a la capacité de joindre tout ça et on pourrait vous aider, en tout cas les agriculteurs qui souhaiteraient faire la conversion, au moins pendant cette période de conversion qui est en métropole, qui est de 3 ans en règle générale. On pourrait justement participer à vous aider à trouver des débouchés pour ces produits. Voilà dans quel cadre nous on pourrait. Alors on a tout ce qu'il faut, hein. On a une plateforme numérique, on a des gens pour y arriver, on a des aides aux recettes aussi pour faire des recettes bénéfiques, parce que le cadre de ces cantines, c'est de travailler bon et sain. Donc dans les produits locaux, il y a du bon, il y a du sain, et on aimerait bien aussi avoir du bio à proposer, parce que on voit en métropole, il y a 75% des écoles maintenant qui utilisent des produits de façon régulière dans les cantines. Tous les collèges et lycées pratiquement utilisent aussi des produits bio. Alors on n'y est pas encore ici, mais là-bas on y est arrivé. Pourtant au début il n'y avait pas énormément d'agriculteurs. Et pourtant maintenant c'est en France où il y a eu plus de conversions en agriculture biologique. Il y a eu énormément de création d'emplois, et ça c'est intéressant aussi. Et tout le monde s'y retrouve. Merci. Plein d'espoir. Olivier, tu veux dire un mot, parce que quand même on ne s'est toujours pas fixé d'objectif dans cette affaire. Je voudrais qu'on revienne sur l'objectif. Il me semble important que
On voit que sur l'aspect cantine, il y a des éléments chiffrés, et je pense qu'il ne faut pas opposer les différents marchés, on l'a évoqué, donc il serait important que les distributeurs soient associés à nous communiquer et à construire un objectif chiffré des besoins potentiels sur les différents marchés. Je pense qu'il est important que vous soyez présents et vous intégrez dans la réflexion pour qu'on puisse, comme le Jacques l'a évoqué hier, on est un observatoire. Il faut absolument qu'on construise cet observatoire des différents marchés. Il faut s'engager sur tous les marchés. Alors, il y a peut-être plus prioritaire. On a ciblé un pas de temps. Je pense qu'il faut peut-être en tenir compte. Mais il faut des chiffres dans tous les marchés parce que les différents marchés vont correspondre à différents types d'exploitation. Et donc, il me semble important de creuser la piste d'un observatoire. Merci. Est-ce que d'autres commentaires avant qu'on passe au sujet suivant? Là, il y a une main qui se lève. Donc on a bien compris, il y a vraiment un potentiel tout à fait important et il va falloir qu'on mette en face à la fois la cohérence entre les dispositifs d'aide, les maillons, parce que les cantines on n'a pas parlé, mais il y a juste un petit sujet de la transformation dont on parlera tout à l'heure, mais qui n'est pas complètement adressé là dans cette affaire. Madame. Oui, bonjour, Élise Chartier à la DDE Sud-Minier. Moi j'ai juste une réaction face au machin. Excusez-moi, aux chiffres qu'on met en avant, et surtout sur le mot utopie. C'est un terme un peu qui... Enfin, si on voit la définition d'utopie, c'est quelque chose d'irréalisable. Mais l'engin, si en France, ils ont mis 60 ans à arriver à leur objectif, nous, on n'a mis que 10 ans, donc donnons-nous du temps, et bien là, quoi. Maintenant, si l'espoir fait vivre... Voilà, merci. Merci. En tout cas, la présence, l'influence, le dynamisme et Agrinov doivent et l'absolu clair, enfin la clarté de la prise de conscience de tout le monde sont quand même des signes évidents qu'on va aller dans votre sens. Juste pour revenir un tout petit peu sur ma première intervention, le développement de la bio en France, il n'a pas opposé les petites exploitations avec les grosses, bien au contraire. Grâce au développement de l'agriculture biologique, toutes les petites exploitations ont pu trouver de la valeur ajoutée, ont pu trouver un nouvel équilibre financier et ça a permis de sauver l'essentiel des petites exploitations qui se sont mises sur la bio. Et ça ne s'est pas fait au détriment de l'un ou de l'autre. Tout le monde a progressé. Donc si vous voulez, il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les uns et les autres dans la mesure où la règle bio et le dispositif de contrôle qui s'applique aux uns et aux autres est le même, strictement le même. Merci. On passe au troisième atelier. Merci beaucoup, mesdames. Bon retour. Ouh là là. Là, on va carrément demander à un invité de venir sur scène. Frédéric, tu peux venir, s'il te plaît, pour qu'on soit sûr que tu entendes bien ce qu'il va dire. Frédéric Gimat du CIVAP. S'il peut venir, si on peut lui accorder un siège. Donc vous vous souvenez, à la fois diagnostic, première plénière de lundi matin, on veut développer les techniques alternatives, qu'on soit dans le conventionnel ou dans le bio, mais on a quand même un gros sujet, c'est notre statut de biosécurité. Comment arriver à faire rentrer du matériel végétal, des fertilisants biocompatibles, tout en prenant garde de ne pas bouleverser notre état biosécuritaire. Gros sujet. Donc ça, c'était l'atelier 3. J'ai hâte de voir ce qu'il nous propose. J'en frémis d'avance. On vous écoute. Bonjour à tous. Merci Zoltan pour l'introduction. Donc cet atelier dont certaines questions ont déjà permis de commencer à aborder la problématique s'est réuni. Donc en fait il y a eu... c'est possible de passer à la diapo suivante s'il vous plaît. Je sais pas qui. Elle est où? C'est là? Ok. Pardon. Donc il y a eu 7 ateliers. C'était pas 5, ça a réuni 75 personnes. Donc le principe de travail sur le thème que Zoltan nous a présenté, c'était en fait de faire réfléchir les participants donc sur 3 scénarios qui, on va dire, sont des extrêmes. Le premier scénario, en fait, c'était un maintien des règles actuelles de biosécurité
avec du coup de ce fait la nécessité de chercher à faire des adaptations dans la NOAB, puisque cela imposait éventuellement d'utiliser des intrants qui sont actuellement non autorisés dans la norme. Et en parallèle de cela, l'atelier suggérait le développement de filières locales d'intrants bio. Le deuxième atelier, en fait, c'est le scénario en fait strictement opposé, qu'on peut résumer par une ouverture des frontières, ce qui signifie en fait un abaissement des normes de biosécurité afin d'importer les différentes matières et matériaux utiles aux agriculteurs. Et de ce fait, on n'avait pas besoin de changer quoi que ce soit dans la NOAB. Le troisième scénario, en fait, c'est le scénario qu'on a appelé le scénario du compromis, avec une adaptation des règles de biosécurité et le maintien de la NOAB. Donc, excusez-moi. Alors, pour résumer et aller directement sur la partie de la discussion qui sera propice, j'en suis sûr, aux échanges. Donc, pour être clair, en dépit du fait que ça fait râler tout le monde quand on se fait saisir ses saucissons et toutes les bonnes choses que les grands-mères peuvent ramener dans les valises, la bonne nouvelle, et j'ai envie de dire c'est totalement unanime, c'est que le scénario 2 d'ouverture des frontières a été refusé de manière unanime. Ce que nous avons rédigé, c'est les risques sanitaires sont trop grands, avec des risques de modification, de perte de biodiversité et du statut sanitaire qui est une richesse et fait sans aucun doute la fierté des Calédoniens. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est important de retenir et qui, à mon sens, vient conforter les efforts engagés par le CIVAP aux différents points d'entrée. Le scénario 1, alors celui-ci, en fait, il a, paradoxalement, avec ce que je viens de vous dire, il n'a pas été retenu car, en fait, en l'état actuel des choses, ce qui ressort, c'est que les règles de biosécurité, avec leurs conséquences sur les importations d'intrants et tout ce que cela permet de faire, en particulier sur les productions végétales, sont actuellement inadaptées pour un développement efficace de l'agriculture biologique tel que nous sommes en train d'en débattre. Ce que j'ai noté avec les collègues, c'est que en particulier les besoins sur les semences, les graines et les fertilisants et les amendements, je vous laisserai en débattre, c'est un petit peu hors de mon contexte d'expertise technique, mais je sais que c'est important et que certains sont extrêmement attachés au terme. L'importance de développer des filières de production locale d'intrants bio est ressortie de manière extrêmement forte dans ce scénario. De ce fait, on l'a intégré à la synthèse qu'on vous présente ensuite. Donc, en gros, en résumé, le scénario 3, donc on vous présente les matrices d'atouts, de faiblesses, d'opportunités, de menaces. Donc le scénario 3, ce qui ressort, c'est que, bien évidemment, l'adaptation des règles de biosécurité sur des matériaux qui n'existent pas ou qui seraient longs à produire car il n'y a pas de filière locale permettrait donc un meilleur accès aux intrants pour les filières qui en ont besoin. Dans le même temps, le fait de pouvoir disposer de traitements de substitution aux frontières permet de limiter l'impact des traitements à l'import lorsque les techniques existent. Ce scénario présente l'avantage aussi, bien évidemment, de ne pas retoucher à la NOAB pour les éléments que ça permet en termes de confiance vis-à-vis des consommateurs et de tout ce que cela peut aussi engendrer. Les discussions ont commencé. Pour les questions de la NOAB, je fais confère à l'atelier qui en parle. Les faiblesses de ce scénario-là, dont je pense qu'elles porteront la discussion, en particulier avec le CIVAP, sera intéressante, c'est que pour adapter les normes de biosécurité, puisque ça n'est pas sans conséquence si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, il y a nécessité d'une prise de risque calculée et de ce fait de faire des analyses de risque. Une faiblesse fondamentale actuellement pour ce faire, c'est qu'il n'y a pas de quarantaine végétale opérationnelle en Nouvelle-Calédonie. Et il faut savoir que pour un certain nombre d'intrants, je laisserai les spécialistes en débattre s'ils le souhaitent, il n'y a pas forcément de traitement de substitution dit bio disponible actuellement. Et de ce fait, ça peut avoir des conséquences, notamment pour les importations de semences dites bio. Bon, les opportunités derrière cela, c'est qu'en fait,
Ce qui est ressorti, c'est assez intéressant, c'est ça que les ateliers sont chouettes sur l'intelligence collective, c'est qu'on peut aussi, au-delà de la notion d'expertise, d'analyse de risque que je viens d'évoquer, il a été suggéré de maîtriser le risque en limitant l'importation à travers des structures professionnelles ou des centres de recherche qui seraient agréés, qui de ce fait limiteraient les interlocuteurs et permettraient de cibler les personnes qui travailleraient sur ces questions. Pour information, c'est ce qui est fait par exemple pour le matériel génétique dans les filières animales. Il y a un interlocuteur qui s'appelle les UPRA et en ce qui me concerne, je considère que ça fonctionne extrêmement bien. Donc bien évidemment, pour ne pas disperser les énergies et à moyens restreints, ce qui a été évoqué, c'était le fait de développer une stratégie en ciblant des filières prioritaires. Donc ça, c'est peut-être ce qui peut faire l'objet d'une discussion. Et bien évidemment, en parallèle, a été évoquée la production locale d'intrants, puisque c'est une clé, il y a un monsieur qui en a parlé, et notamment il y a un gros potentiel en termes de déchets verts et de matière organique animale actuellement non exploitée. Il faut savoir qu'il y a aussi une unité de traitement aux frontières, elle a le mérite d'être là, et du coup on peut l'utiliser. Donc les menaces, c'est qu'actuellement il n'y a pas de stratégie concertée. On est quand même dans un environnement qui contient un certain nombre de risques sanitaires. Il faut savoir que si jamais ça dérapait, ça aurait des incidences sur le plan technique et financier. Derrière, ce qu'il faut aussi, une question qui est ressortie, c'était, je pense, quelque chose à envisager, même si pour autant il faut prendre le risque c'est qu'il y aurait nécessairement, à partir du moment où on importe et on produit localement, la question d'une concurrence. Et aussi est ressorti le risque actuellement, le statut sanitaire de la Calédonie qui fait rêver un certain nombre de professionnels pour l'export, de ce fait serait potentiellement menacé si les choses n'étaient pas cadrées. Donc en synthèse, ce qui est ressorti, il y avait la suggestion de démarrer par d'abord commencer d'aborder cette question, non pas en se focalisant sur le plan technique, sur la nature des intrants, leur structure chimique, comment on les utilise, mais c'était peut-être de dire d'abord comment est-ce qu'on veut les utiliser. Et c'est ce qu'on a appelé fixer des objectifs de la production agricole bio. Disons en résumé, ça veut dire fixer des filières prioritaires, réaliser un inventaire de leurs besoins, et à partir de là, ça permettrait de ne pas disperser les énergies, et lorsqu'il faudrait éventuellement réfléchir à des évolutions, qui bien évidemment donneraient des sueurs froides à un certain nombre de responsables, et c'est bien normal, ça permettrait de ne pas diluer les énergies. À partir de ce moment-là, en fait, on pourrait focaliser un groupe de travail qui serait à créer, mais il y a déjà des choses qui sont en place. Je laisserai le chef du CIVAP l'évoquer. Et en parallèle de ça, rechercher les traitements alternatifs quand ils existent et favoriser, en tout cas c'est ce que nous suggérons, favoriser l'émergence de structures d'importation agréées. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on demande tout de suite, évidemment, au CIVAP de réagir. Est-ce que, c'est-à-dire que, quelles conséquences, quelles implications, quels commentaires tu peux faire sur ce que tu lis? C'est-à-dire quelle est la faisabilité et le cadre de la faisabilité de cette affaire-là? Merci. Bon, je vais essayer de parler un peu mieux avec le micro, là, comme d'habitude. Donc plusieurs choses par rapport à ça. Donc je découvre en même temps que vous. J'aurais tendance à dire que tout est question de volonté, de priorisation et de moyens. Jusqu'à peu de temps, c'est un peu ce que je vous ai dit dans la présentation que j'ai pu faire lundi matin pour ceux qui étaient présents. Les efforts qui ont été faits aux frontières, à savoir l'interception. C'est une vingtaine d'agents situés sur les points aéroports et ports internationaux. Et la phase amont, en fait, très clairement jusque récemment au CIVAP, c'était, enfin il y a à peu près 10 ans au CIVAP, c'était un ingénieur. Ces dernières années, on est monté un peu plus, on va dire, en compétences. On est aujourd'hui la protection des végétaux, parce qu'on est essentiellement plus sur le végétal. C'est 9 agents, donc c'est 4 techniciens, 4 ingénieurs, et qui doivent gérer l'ensemble des problématiques. Donc c'est pour ça que je me suis permis aussi d'ouvrir lundi matin le champ des possibles. Et jusqu'à peu de temps, donc là c'était 4 et 4, mais jusqu'à peu de temps on était encore un peu moins de monde, et on passe énormément de temps sur les pesticides. Il faut être clair, les gens qui travaillent au CIVAP, alors aujourd'hui à la protection des végétaux, refont
refont et d'ailleurs finissent par quitter le CIVA pour partir dans d'autres institutions. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une question de volonté, de priorisation et de moyens. Donc de bien entendu, hein, tout ce qui est ces thématiques ont été portées à l'attention du CIVAP, hein, qui très clairement à l'heure actuelle essaie de les suivre à une certaine distance d'ailleurs. Donc c'est des choses auxquelles on a pu déjà penser, mais pour ça il faudrait effectivement qu'on sache exactement ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas se disperser d'une part. On l'a déjà fait par le passé à faire des analyses de risque à la queue leu, et puis finalement il n'y avait rien de concret derrière qui se passait, donc pas d'importation, donc travailler pour rien. Résultat des courses, on a décidé que les analyses de risque étaient à la charge du demandeur, donc c'est à lui de faire la preuve que ça ne pose pas de risque. Comme ça nous exonère, nous, de faire un travail qui sera complètement inutile par derrière, ça montre l'implication de l'importateur. Donc c'est une possibilité, et par contre, ce que je disais aussi dans ma présentation de lundi, c'est que les risques, ils sont déterminés en fonction de l'espèce, de la forme de l'espèce, et de la provenance et de la destination. Donc faire un travail en amont pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut, il n'y a aucun problème là-dessus, on a toujours été disponible, bien au contraire, puisque si ça doit déboucher sur quelque chose qui est des plus honorables, à savoir une production locale, ça nous exonérera à terme de certains risques. Maintenant, je vois qu'il est noté une nouvelle fois la quarantaine végétale, donc ça c'est un peu la chimère, hein, ça fait juste 25 ans qu'on en parle. Là. Il y a des gens dans la salle qui d'ailleurs, je me tourne vers une phytopathologiste qui a été recrutée pour ça, qui devait le faire il y a 15 ans, qui aujourd'hui ne le fait toujours pas. Enfin, 15 ans peut-être pas, mais 10 ans. Tout ça pourquoi? C'est parce que c'est des projets qu'on a dans l'air, mais il faut bien savoir qu'en dehors de tout investissement qui peut rentrer dans le cadre d'une politique publique de relance à l'investissement, on le voit, derrière il faut des moyens, c'est-à-dire qu'il faut des gens derrière, qui travaillent, qui mettent en pot, qui réceptionnent les plants, qui font les traitements, qui s'occupent des plantes, avec des compétences, puisque c'est un problème de responsabilité. Cette quarantaine végétale avait été prévue parce qu'à l'heure actuelle, on reçoit quand même 350 000 plants qui arrivent sur le territoire. 350 000, avec 80% d'interception, hein, comme je vous disais l'autre jour. Sur ces 350 000, une fois qu'on a sorti des plants qui, nous estimons, ne peuvent pas forcément passer en quarantaine, vu sinon l'étendue de la quarantaine qu'on devrait avoir, à savoir les plants de fraisier, les griffes de muguet, donc des choses qui sont très difficiles parce qu'on sait pertinemment qu'on est sur du F1, ou du moins sur des clones. Il nous reste quand même entre 70 000 et 100 000 plantes ornementales qui viennent de 3 500 espèces et pour lesquelles les analyses de risque n'ont pas été faites, hein, il faut être clair. Pour la plupart, les 3 500 plantes qui rentrent, les analyses de risque n'ont pas été faites. Donc on fait un traitement insecticide, fongicide, enfilé, pour s'assurer que, à terme, enfin du moins, on espère éviter les champignons et les insectes. Je ne vous parle pas des virus, ça c'est un risque qu'on prend tous les jours. Mais il n'a jamais été question de faire passer les semences. Parce que les semences, ça commence à être un peu plus compliqué. Enfin voilà, c'était ma réflexion, j'ai peut-être pris un peu trop de temps. Merci, merci. C'est là aussi, encore une fois, hein, Agrinov essaye, on espère que ça marche, mais de bien faire rentrer dans l'esprit de tout le monde qu'il n'y a pas de bien, de mal, d'idéal, de pas idéal. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des choses qui sont enchaînées les unes aux autres. Et nos décisions sur tel ou tel aspect des problèmes entraînent des conséquences sur les autres. Et là, ce que vient de dire Frédéric, c'est très clair. Et le premier atelier aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on identifie des points clés et des problèmes à résoudre, il faut mobiliser des forces derrière et il faut les focaliser de manière cohérente derrière ces points. Là, en matière de biosécurité, il était très clair. C'est-à-dire qu'on peut faire, mais il faut être cohérent sur les moyens qu'on affecte à nos décisions, en fait. Est-ce que vous avez des réactions dans la salle, peut-être? Sinon, on passe à l'autre, à l'atelier pause, en fait, si vous voulez souffler un peu. Vous avez des réactions? Ah, Frédéric, allez. J'avais une question, juste pour parler des semences, 2 minutes. Effectivement, on a besoin d'ouvrir un débat, et la question, c'est dans quel cadre et comment on le fait très rapidement. Parce qu'effectivement, les semences en bio, aujourd'hui, on est dans une réglementation qui
qui était contraignante pour les producteurs bio, puisqu'on est dans l'obligation d'importer des sachets de 100 grammes maximum, puisqu'au-delà de 100 grammes de semences, les produits doivent être traités. Donc on fait des multiples, hein, puisque on est autorisé à faire des multiples, mais par contre, effectivement, on avait évoqué il y a 2 ans déjà le fait de pouvoir travailler sur des semenciers agréés, des importateurs agréés, mais on n'a jamais ouvert ce chantier-là. Et je voudrais savoir dans quelle mesure on est capable de l'ouvrir et dans quel délai et sous quelle égide on puisse travailler. Oui, Monsieur Pratelli soulève une bonne question, hein. C'est d'ailleurs ce qui était annoncé il y a 2 ans, me semble-t-il, à Wailou. Bah, c'est une question de temps, c'est ce que je disais, c'est qu'on a bien enregistré la demande, il faut mettre en place des groupes de travail, ou un groupe de travail, c'est qui pilote? Est-ce que c'est Bio-Calédonia? Est-ce que c'est nous? Est-ce que ce sont les provinces? Qui pilote? Et après, il faut se pencher sur les différentes alternatives sur les semences. Effectivement, quel autre traitement? Là, on parlait à l'instant de thermothérapie ou des traitements en termes de désinfection de surface, etc., par rapport aux risques qui sont posés. J'ai cru comprendre en discutant à droite à gauche sur les ateliers qu'effectivement la barre des 100 grammes ne posait pas de problème quand on parlait de carottes, de tomates, etc., mais que par contre, dans le cas de l'agriculture biologique, il y avait un gros besoin d'engrais verts et que pour le coup, on était sur des conditionnements qui étaient sensiblement différents puisqu'on n'est plus sur des sacs de 20-25 kilos et que de ce fait, se posait la difficulté de ces fameux traitements. Ouais. Mais ça, c'est justement, nous, on est en attente au niveau CIVAP de voir ce qui va sortir des priorités qui pourraient émaner de ça, qui seront soumis. On verra par la suite à quelle mandature, enfin, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, et cela étant pour fixer les priorités et qu'on puisse effectivement, dans ce cas-là, avoir nos instructions par rapport à quel dossier passe au-dessus duquel et qu'on puisse entamer ce travail-là. Ouais. Mais on le garde en tête, hein, de toute façon, et très clairement, à l'heure actuelle, dès qu'il y a des discussions là-dessus, on essaie d'envoyer des personnels du CIVAP, qu'on essaie de spécialiser un peu dans ce domaine-là. On a d'ailleurs au sein de nos équipes des gens qui vont systématiquement dès qu'il y a des réunions compostage, etc. On est en attente d'avoir quelqu'un aussi à terme qui rentre avec une BAS et qui pourrait être mis plus particulièrement un technicien sur ce sujet-là. Merci. Un commentaire de Jacques? Alors, sur les semences bio, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est pas seulement un vrai problème ici, c'est un vrai problème chez nous. Hein. Donc, chez nous, quand je dis chez nous, c'est pas que la France, c'est en Europe. Hein. Sur les fourragères, par exemple, trouver de la semence bio, c'est compliqué. Enfin, quand on veut faire toutes les variétés, toutes les possibilités. Donc, de fait, dans la réglementation, on a des dérogations en maraîchage, etc., pour utiliser de la semence conventionnelle. Alors nous, comme on est sur place, qu'en métropole, on est quand même un gros faiseur de semences en général conventionnelles, on utilise de la semence conventionnelle non traitée, mais vous êtes dans une situation particulière, justifiée. Je veux dire que la biosécurité, ça a été évoqué dans les ateliers, on ne discute pas de ça, mais pour lancer au démarrage une production bio, vous avez effectivement besoin de semences. Moi, je vous invite quand même à regarder si vous ne pouvez pas... Alors ça, c'est les gens qui vont gérer la NOAB, provisoirement, temporairement, de façon temporaire, pour lancer la mécanique, accepter des semences qui seront traitées, qui peuvent être des semences bio qui vont être traitées. Hein. Bon, c'est pas l'idéal, mais il faut quand même lancer la mécanique, quoi. Sinon, on est tout le temps freiné. Et puis, une fois que vous avez chez vous déjà les semences, vous pouvez être reproducteur de semences. Et à ce moment-là, vous n'avez même plus à importer les semences. Mais il faut bien commencer. Et pour commencer en Europe, eh ben, sur certains champs, on a accepté des situations dites de compromis. Alors, je reviens à l'éthique. Effectivement, on n'est pas complètement... mais quand on part d'une situation compliquée, complexe, où il n'y a pas le produit, il faut bien commencer avec des produits de substitution. Et on le fait de façon temporaire. On se donne, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend du type de production, ça dépend du type de variété, et ensuite on reproduit sur place. Et quand on reproduit sur place, au bout de la 2e, 3e génération, c'est bio à 100%. Mais bon, moi je vous suggère ça, c'est parce que nous on est confrontés en métropole exactement au même problème. Et il faut bien qu'on trouve des solutions temporaires, dérogataires.
On se met une limite et on la respecte. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Merci. Thierry. Oui, bonjour, Thierry Redley. Vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais la question doit se poser. Pourquoi ne pas produire localement? Pourquoi encore importer des semences d'industriels qu'il va falloir traiter, alors que localement, on peut très bien produire? Une graine de tomate qui a germé, qui a donné un pied de tomate, c'est 5000 graines. Il n'y a pas meilleur placement, il n'y a pas meilleur rendement que les semences. Donc, je pense qu'on doit se mettre très rapidement à y réfléchir, à répartir le travail entre les producteurs de façon à ce qu'il n'y ait pas de mix entre les espèces, mais on a parfaitement la capacité de produire. D'ailleurs, on s'y est mis, hein, le groupe agriculteur bio s'y est mis. Il faut juste amplifier le système. On pourrait même devenir, si la Calédonie décidait de ne pas passer par l'obligation d'acheter aux industriels semenciers, on pourrait même devenir exportateur de semences pour les pays tropicaux, par exemple. Il y a une demande de micro là-bas. Juste pour ne pas dévier du sujet, c'était notamment par rapport à la question qui a été posée par Frédéric tout à l'heure. Donc là, on est rentré dans la discussion technique du sujet, semences, faisabilité en Calédonie, etc. Mais en fait, on voit que la question qu'il a posée, c'est aussi où et quand on apporte les réponses et comment on s'y prend. Donc c'est pour ça qu'en fait, on vous présentera tout à l'heure l'atelier 10, qui est justement l'atelier où on a travaillé sur quelle gouvernance et quels espaces créer pour avancer avec un échéancier. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'on ouvre des dossiers. Et 2 ans après, on fait le même match, quoi. Donc, on va parler, justement, on a travaillé là-dessus, c'était l'atelier numéro 10, et on va revenir là-dessus pour comment, concrètement, mettre en place une organisation pragmatique pour faire avancer les dossiers. Donc, on présentera ça tout à l'heure. Bonjour, Valérie. On a eu la chance d'avoir des diagnostics jeudi qui étaient sans concession et je voulais ajouter des choses par rapport à ces synthèses pour qu'elles soient aussi sans concession, même si elles ne sont peut-être pas socialement correctes. J'ai beaucoup entendu au cours de ces 2 jours aussi qu'il y avait vraiment une nécessité absolue à faire évoluer la réglementation au risque d'un phénomène qui existe déjà, celui de l'importation illégale, illicite et donc du coup complètement incontrôlée, que ce soit pour des semences comme pour tout autre intrant alternatif ou bio. C'est quand même une situation qui est réelle et qui risque peut-être même de s'accroître puisqu'on va faire évoluer le bio, on va le faire progresser dans le pays, j'en suis certaine. Si la réglementation ne subit pas une évolution et des dérogations, on a ce risque qui est fort parce que c'est quand même quelque chose qui s'est dit beaucoup dans les ateliers, c'est quelque chose qui se pratique et qui risque de se renforcer. Et là sans contrôle, on court à la catastrophe. Merci. L'inadaptation réglementaire pousse à la fraude. Mais on a quand même aussi, et là c'est pareil, c'est-à-dire on peut même s'adresser un peu aux politiques, il y a aussi un sujet de qui adresse cette question-là. Aujourd'hui, cette question, elle n'est pas adressée. Elle n'est pas adressée nulle part. Et effectivement, il y a de temps en temps des outils de transfert, pour prendre un exemple sur Adécal et pour prendre les tubercules, qui se retrouvent à faire un métier de multiplication qui n'est pas dans leur vocation de base. Donc ça veut dire que si c'est eux qui sont obligés de le faire sans que ce soit leur vocation de base, en réalité, ces 2 sujets, et on l'a vu dans le diagnostic, fertilisants locaux, semences, sont des sujets, à ce stade, non adressés. Et comme on l'a vu dans les chaînes de valeur, vous vous souvenez, surtout, c'est bien de se rappeler de ça, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y aura pas de développement de l'agriculture biologique ou conventionnelle d'ailleurs, correspondant au segment de consommation, sans les intrants qui vont avec. Donc on peut mettre des milliards sur la production, s'ils n'ont pas de graines, ils ne produiront pas. Ça restera un problème éternel. Et c'est hyper important, pourquoi ? Parce que
sur les questions de recherche, expérimentation, transfert, sur les questions de focalisation de l'argent et des aides dont on parlera tout à l'heure, sur les questions de gouvernance, ben, c'est des sujets, si on se dit, ce qu'il faut c'est produire, et qu'on focalise nos efforts sur le champ, on réglera pas les problèmes. C'est-à-dire que si on n'adresse pas ces sujets-là, et ça c'est très très clair, on ne réglera pas les problèmes. Et c'est peut-être politiquement beaucoup plus payant de tout de suite se focaliser sur le champ, mais c'est sûrement un peu moins sexy de parler de ces questions-là, mais elles sont quand même de toute façon fondamentales. Réaction ? Pardon. Oui, bonjour, Jean-Philippe Bougot. Juste dans le cadre, on parlait des décloisonnements des agricultures et tout. Faut penser aussi qu'il y a des pépiniéristes dans l'agriculture et que ça peut être aussi une source justement de production de jeunes plants qui peuvent pallier, peut-être pas tout, mais un certain nombre de choses. Après, il suffit de faire le lien en fait entre les différents acteurs. Ouais. Il y avait une dernière là-bas. Est-ce qu'on va... En régie, on me dit qu'on est super en retard là. C'est juste pour profiter de la présence de jeunes là, des lycées agricoles pour savoir est-ce que le métier de semencier vous est proposé dans votre formation et si vous savez ce que ça peut rapporter, parce que quand on regarde un petit paquet de semences, c'est 700 francs le gramme, donc c'est 700 000 francs le kilo, souvent. Pas pour l'exploitation agricole, mais pour la petite échelle. Donc c'est une des filières les plus rentables. Et comme l'a dit monsieur, avec un pied de tomate, on fait 5000 graines. Donc il y a peut-être un business à prendre là-dessus pour des jeunes motivés, quoi. Bon, voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup. On se fait 5 minutes, on vous demande 5 minutes pour prendre l'air et on continue. Merci beaucoup à vous en tout cas.